Voilà, bonjour à tous, Oui, Carla pour Carla Sidalza pour Asporta. Donc aujourd'hui, nous aurons l'honneur de rencontrer Anne Cagna. Anne, qui est directrice des sports de la ville de Dunkerque. bonjour. Voilà, bonjour Anne. Bonjour. Alors Anne, la ville de Dunkerque, labellisée ville active et sportive, hein, expérimente depuis 2019 le dispositif Sport Santé sur ordonnance. Pourquoi le choix de mettre en place donc un tel dispositif? Quelles ont été les motivations de l'exécutif en place et quels sont les objectifs de la ville de Dunkerque en ce sens? Alors, c'est même plus aujourd'hui, bonjour à tous, c'est même plus aujourd'hui qu'une expérimentation, puisqu'en fait, l'expérimentation a duré 1 an. Aujourd'hui, c'est un dispositif qui est pérenne. Alors, c'est parti d'un constat, enfin, de tout temps, on a une politique sportive qui est assez forte, hein. C'est le troisième budget municipal, le sport. On était auparavant plus sur des APS, on va dire, dans le cadre de la prévention primaire et de façon isolée sur des quartiers QPV. Et puis, une volonté politique de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Et en parallèle, un contexte local de santé qui est assez dégradé, hein, puisqu'on a un taux de personnes en affection longue durée qui est sur le Dunkerquois qui est supérieur à la moyenne nationale et à la moyenne régionale. Et voilà, le tout dans un contexte d'une prise de conscience nationale, on va dire, des bienfaits de la santé pour le sport, et puis du fameux décret qui permet aux médecins de prescrire l'activité physique. Et les objectifs sont simples, hein, c'est faire découvrir ou renouer avec la pratique sportive pour des personnes qui souffrent de maladies chroniques et les faire rendre leur pratique autonome et pérenne. Alors, donc, Dunkerque en quelques chiffres, même si tout le monde en a entendu parler puisqu'on est sous le feu de l'actualité en ce moment. Donc, c'est la 5e ville des Hauts-de-France, une ville-centre d'une agglomération de quasiment 200 000 habitants et un budget global de fonctionnement de 181 millions d'euros, pardon. Alors, les grands axes de la politique sportive, donc c'est la cohésion sociale, bien évidemment, permettre le développement du sport pour tous, une ambition forte en termes d'éducation par le sport, avec notamment une équipe d'éducateurs sportifs qui intervient dans les écoles au titre de l'EPS. Un accueil d'organisations et de manifestations sportives de tout niveau, hein, régional, national, voire international. On a déjà accueilli par exemple le Tour de France cycliste ou d'autres événements. Un accompagnement très fort du tissu associatif local par le biais de subventions et puis d'accompagnement logistique. Et depuis 2019, donc la mise en place, un axe nouveau de la politique sportive, c'est le sport santé, avec la mise en place du dispositif sport santé sur ordonnance et plus récemment la labellisation Maison Sport Santé. Donc les origines du projet Sport Santé sur ordonnance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, hein, on va passer sur cette diapo, hein, c'était le contexte local et puis on va passer à la diapo suivante. Donc voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure, la volonté de réduire les inégalités sociales et territoriales et puis le cadre légal. Alors les étapes clés, donc le dispositif Sport Santé sur ordonnance a été inscrit en 2014 au plan de mandat 2014-2020. En 2016, on a engagé un diagnostic de la pratique sportive sport santé à Dunkerque. Donc de nombreux lieux de pratique, beaucoup d'équipements puisqu'on est un territoire qui est très doté en termes d'équipements sportifs, des équipements extérieurs, des espaces publics avec la magnifique plage de Malo-les-Bains que vous voyez derrière moi, donc des espaces naturels, de nombreux intervenants aussi, la ville bien sûr, mais des associations, des maisons de quartier, des structures privées et finalement une absence de coordination totale entre tous ces acteurs. Donc en janvier 2018, on a eu une réorganisation du temps de travail de nos éducateurs sportifs qui nous a permis de dégager des ressources humaines et de pouvoir donner du concret à ce projet qui avait été inscrit dans le plan de mandat. Et donc, à partir de septembre 2018, nous avons créé le comité de pilotage sport santé sur ordonnance, alors qui réunit l'agence régionale de santé, des médecins référents, le centre hospitalier de Dunkerque, voilà, la DRDGS, les élus locaux bien évidemment. Et le conseil municipal donc a délibéré en septembre 2018, donc officialisant le projet, qui a démarré en janvier 2019, donc Dunkerque devenant la 66e commune adhérente au réseau sport santé sur ordonnance.
Donc, le dispositif en lui-même, c'est un dispositif qui est gratuit, entièrement pris en charge par la ville de Dunkerque et qui consiste à dispenser une pratique d'activité physique modérée, régulière et adaptée qui est prescrite par le médecin traitant. Donc, l'encadrement par les éducateurs sportifs des APS, ce sont des éducateurs territoriaux des APS. Nous avons la chance d'avoir une cinquantaine d'éducateurs, 30 maîtres nageurs et 20 éducateurs terrestres, pour en gros deux ETP et demi d'intervention sur le dispositif. C'est un accueil et un bilan individualisé de chaque bénéficiaire par des éducateurs qui sont référents sport santé sur ordonnance. Une évaluation régulière, on y viendra après, et un total de 38 activités physiques hebdomadaires qui sont réparties sur les 4 quartiers de la ville. Et comme je le disais en préambule, c'est un dispositif qui vise à améliorer l'état de santé des pratiquants. Donc, la gouvernance du projet. Donc, au niveau de la ville, nous avons l'élu au sport et l'élu à la santé. Une équipe projet 100% féminine à la direction des sports, donc moi-même, la chef de service qui a en responsabilité les éducateurs sportifs et une chargée de projet qui travaille plus sur l'ingénierie du projet. Et enfin, bien évidemment, tous les éducateurs sportifs qui, eux, évaluent la condition physique, établissent les conseils, encadrent l'activité physique et assure le suivi. Nous avons également dans cette gouvernance donc, le réseau de médecins. À ce jour, 90 médecins ont adhéré à la charte sport santé sur ordonnance. Nous avons réussi à les mobiliser parce que nous avons travaillé avec l'Institut de recherche du bien-être et de la médecine du sport santé, pour donner, qui a valorisé notre projet et qui a organisé une formation à l'attention de tous les médecins, une formation médicale continue dont le sujet était comment prescrire l'activité physique adaptée. Donc, ça a permis aussi, via le professeur Baccar, de pouvoir évoquer notre projet et montrer son caractère concret. Et donc, nous avons le comité de pilotage que j'ai détaillé tout à l'heure. Alors, les bénéficiaires, donc ça s'adresse aux personnes majeures qui résident à Dunkerque et dans ces 2 communes associées, et ce, quel que soit le lieu d'exercice du médecin traitant, bien évidemment. On a aujourd'hui 4 affections longue durée qui sont prises en charge. Alors, c'est les affections longue durée qui sont le plus présentes sur le territoire de Dunkerque. Donc, les maladies cardiovasculaires, les pathologies respiratoires, les diabètes et les cancers. Et comme ce sont des éducateurs des APS qui exercent, donc conformément au décret, c'est des personnes qui ne présentent pas de limitations fonctionnelles ou des limitations modérées. Alors, le parcours du patient, donc la consultation par le médecin, le repérage par le médecin. Le médecin prescrit l'activité sport santé sur ordonnance et oriente son patient vers la direction des sports. Là, il y a une première évaluation, notamment de la sédentarité qui est faite et de la motivation du patient avec la définition d'objectifs. Et ensuite, on a donc le patient rentre dans le dispositif et on a des bilans qui interviennent à 3 à 6 mois à la sortie du dispositif. La prise en charge dure 10 mois. Donc, les activités, alors on a une offre assez large et le principe, c'est qu'on a valorisé nos dispositifs existants. On a un dispositif d'activité municipale, un sport pass, et on a deux profils. Alors, selon l'évaluation, des personnes qui peuvent intégrer un groupe de personnes, on va dire, valides en bonne santé, vont être dans ce groupe-là. On a des places qui sont réservées et des personnes, en revanche, qui ne peuvent pas intégrer des groupes de personnes en bonne santé vont avoir des séances spécifiques. Donc voilà, donc 25 séances en salle ou en extérieur, 13 séances en piscine, et on a un potentiel aujourd'hui de 212 places dans le dispositif. Donc l'entretien, je reviens sur l'entretien. Donc comme je vous le disais, un accueil par un éducateur sportif référent. Diapo suivante. Une évaluation de la sédentarité, donc à partir des tests. On définit les objectifs. On remet à chaque patient, à chaque bénéficiaire, un petit livret de suivi. Vous avez le livret de suivi qu'il peut avoir durant toute la pratique et qui fait le lien avec le médecin. Ensuite, on a des tests, l'endurance cardio-respiratoire, le test des 6 minutes marche, l'équilibre unipodal, je ne vais pas m'étendre là-dessus, des tests de sédentarité et de qualité de vie.
Ensuite, on a un bilan donc à 3 mois, un point d'étape qui est fait avec l'éducateur sportif. Soit on poursuit les objectifs, soit on les redéfinit. Ensuite, on a un bilan à 6 mois où on refait l'intégralité des tests pour voir justement la progression qui est faite. Alors, toujours en lien avec le médecin. On a toujours ce petit carnet qui nous sert d'avoir le lien avec le médecin. Et nous, on adresse au médecin nos bilans. Et enfin, donc à la sortie, donc après les 10 mois de pratique, on a le bilan final qui permet d'évaluer la progression du bénéficiaire, de mesurer son état de santé en comparaison avec l'entrée dans le dispositif et surtout de préparer la sortie du dispositif avec un objectif de pérennité. Alors, bon, voilà, ça c'est ce qu'on a dans le petit livret, hein, tous les bilans, tout le questionnaire qualité de vie, le test riche et gagnant, l'évaluation de la condition physique, etc. Et alors, la sortie du dispositif, donc c'est l'objectif, rendre le bénéficiaire autonome dans sa pratique. Alors, sur les retours qu'on a, donc au 30 juin 2020, les 60 premiers bénéficiaires qui ont quitté le dispositif ont vraiment ressenti des bienfaits. Ils sont réorientés soit vers les associations sportives labellisées Sport Santé, soit vers les activités municipales. Alors voilà, là vous avez un petit schéma avec les ressentis des bénéficiaires, hein. Vous voyez, bénéfice important 68%, bénéfice très important 26% et bénéfice léger 6%. Et la majorité des publics, en fait, se sentent plus épanouis, moins de stress, un lien social qui s'est amélioré, un meilleur sommeil. Alors, la pratique sportive à la sortie du dispositif. Donc, la majorité, alors c'est 60%, s'oriente vers nos dispositifs municipaux, tout simplement parce que ce sont les mêmes éducateurs qui interviennent, donc ça les rassure. Ce sont des publics qui sont éloignés de la pratique sportive et c'est rassurant pour eux d'avoir le même éducateur. Et c'est aussi parce que ce sont des tarifs plus bas qui sont basés sur le quotient familial et pour des publics qui peuvent à tout moment être amenés à arrêter la pratique, c'est aussi plus rassurant. Alors, les forces du projet, c'était une volonté politique forte de réduire les inégalités sociales en termes de santé. L'existence aussi d'un programme d'activité municipale où on a pu réserver des places spécifiques pour les bénéficiaires. La réorganisation du temps de travail de nos personnels qui a permis de développer le projet. Sans cette réorganisation, la ville aurait été incapable de recruter 2 ETP et demi pour ce dispositif. Un travail partenarial avec l'Institut de recherche de bien-être et de médecine du sport qui était garant de qualité auprès de l'ensemble des médecins. Et cette formation qui a été dispensée auprès des médecins et également à l'ensemble de nos intervenants éducateurs sportifs. Et ce qui a permis de les rassurer par rapport aux inquiétudes pour prendre en charge des personnes qui souffrent de maladies chroniques. Donc, les faiblesses, l'incertitude sur les ressources mobilisables, malgré la volonté politique, puisqu'aujourd'hui, on n'a aucun financement sur ce dispositif, uniquement qui est entièrement pris en charge par la ville de Dunkerque. C'était convaincre les professionnels de santé aussi, ça a été fait grâce à la formation médicale continue, fédérer les médecins pour qu'ils prescrivent de l'activité physique et mobiliser les éducateurs sportifs dans un nouveau domaine d'intervention et lever les craintes, notamment face à des pathologies graves. Voilà, donc un peu plus loin, je ne vais pas m'étendre, mais nous avons été labellisés donc Maison Sport Santé. Donc aujourd'hui, on est en plein développement. Depuis une semaine, on a recruté un coordonnateur de la Maison Sport Santé. Donc l'objectif, c'est bien évidemment de mailler l'ensemble des acteurs du territoire pour développer encore plus les activités physiques et sportives dans un cadre de prévention, mais aussi de soins et améliorer de façon large la qualité de vie des Dunkerquois. Voilà, donc les 3 axes, c'est les axes types qui sont dans les maisons sport santé. Voilà, je pense que j'ai terminé. Merci à vous. Voilà, merci Anne, merci pour cette présentation. Nous avons une question. Donc, on a vu que pour l'organisation de ce dispositif que la ville de Dunkerque a mis en place, vous avez procédé à une réorganisation de vos services. Ça sous-entend que vous n'avez pas procédé à des recrutements spécifiques pour intervenir dans ce dispositif.
Et vos éducateurs de Dunkerque ont-ils suivi une formation pour leur intervention dans le cadre des activités physiques adaptées? Oui, alors oui, on n'a pas recruté parce qu'au moment où on a lancé le projet, ben, les finances des collectivités territoriales n'étaient pas à la hausse et malheureusement, parfois, le sport, ça peut servir de variable d'ajustement. Donc, c'était voilà, c'était pas au programme. Et effectivement, en fait, nos éducateurs sportifs intervenaient sur les TAP dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. On a mis fin, on est revenu à la semaine de 4 jours et demi à Dunkerque. Et du coup, on a récupéré ce volume horaire et on a réinjecté sur le dispositif sport santé sur ordonnance. Au niveau de la formation, oui, oui, alors ils peuvent, conformément au décret, hein, ils sont autorisés à intervenir, mais sur des personnes qui ont des limitations fonctionnelles modérées ou absentes. Mais ils ont bénéficié de formations par l'IRBMS spécifique pour avoir un langage commun et ils sont en permanence en formation pour dispenser des activités physiques dans le cadre de parcours de santé. Très bien, merci Anne. Merci. Et pour la mise en place de ce dispositif, quel est le coût pour la ville de Dunkerque? Alors, le coût, on est sur les 2,5 ETP, donc on est environ sur 95 000 euros en termes de masse salariale. Après, on a un petit budget de fonctionnement qui est de l'ordre de 5 000 euros pour acheter du matériel. Et après, c'est toute la valorisation, l'utilisation des équipements sportifs, des piscines notamment, hein, puisqu'on a quand même des activités qui sont mises en place en piscine. Donc, voilà, c'est de la valorisation. Très bien. Très bien, merci Anne. Alors, à la lumière de la situation sanitaire de la ville de Dunkerque, hein, qui est actuellement 4 fois plus élevée qu'au niveau national, quel est l'impact sur l'organisation mise en place? Quel dispositif avez-vous pris pour faciliter la pratique et le maintien des adhérents aux différentes activités proposées? Alors, c'est très compliqué, très, très compliqué. Lors du premier confinement, on a été très peu impacté à Dunkerque. Pour autant, on n'avait aucune activité physique qui fonctionnait puisque les équipements étaient fermés. Donc, à la suite de ça, on a mis en place un programme qui s'intitule Tout Dunkerque bouge, qui visait à renouer avec la pratique sportive et donc pour l'ensemble des Dunkerquois sous forme de stage. Ensuite, on a eu la possibilité de maintenir les équipements ouverts pour des publics prioritaires. Ce qu'on a fait, puisqu'à Dunkerque, nos piscines sont restées ouvertes, enfin, une piscine est restée ouverte pour les publics prioritaires, donc ce qui nous a permis de maintenir l'activité, le dispositif sport santé sur ordonnance. Mais on a beaucoup de craintes, on a perdu énormément de bénéficiaires parce qu'il y a des craintes de pratiquer, de se déplacer. Aujourd'hui, même on a essayé de maintenir aussi le lien. On a créé une chaîne YouTube où on a des activités physiques qui sont faites en ligne pour les différents publics, mais c'est très très compliqué et on sait que on a des gens qu'on a malheureusement perdus et ça va être extrêmement difficile de les faire se remotiver pour revenir dans le dispositif. Très bien, merci, merci Anne. Merci. Merci pour cette belle présentation. Je passe la parole à Marianne. Merci Carla, merci Anne. Je vois qu'on a pas mal de questions encore dans le chat. On attend toujours la présence de Madame la ministre qui va pas tarder à arriver là pour le coup. On est à quelques minutes. Anne, du coup, on voit qu'il y a des questions, notamment de quel type d'équipement mobile vous disposez en fait pour aller à la rencontre des patients. Qu'est-ce que vous avez acheté? Est-ce que c'est des équipements spécifiques ou pas du tout sur le sport santé? Anne, vous n'avez pas de micro. Oui, c'est bon, j'arrive. Bon. Nous, on n'a pas d'équipement mobile. On utilise vraiment notre patrimoine sportif, donc les piscines, les équipements couverts. Ce qu'on utilise énormément et ce qui ne se faisait pas du tout avant, c'est l'espace public. On essaye d'innover un peu parce qu'on peut utiliser l'espace public. Hein. On a la chance d'avoir une plage qui fait 4,5 km de long. On a d'autres des parcs, donc on utilise ces équipements-là, mais on n'a pas d'équipement mobile pour aller à la rencontre
du public. En revanche, il y a une association donc, qui est sur l'agglomération dunkerquoise, également des Capulses, qui a été labellisée Maison Sport Santé, qui dispose d'un bus mobile qui va à la rencontre du public. Ah oui, d'accord. Du coup, ils se déplacent et ils vont chercher le public sur le territoire. Voilà. Ok. Moi, ce qui m'interroge, comment vous avez communiqué la ville en fait pour aller chercher ce public-là, pour qu'il ait connaissance des dispositifs que vous mettez en place. C'était aussi, on voit, il y a une très forte volonté politique, mais du coup, en termes de communication, comment vous êtes allé toucher le public qui était éloigné de la pratique? Alors, on a essayé de passer par la CPAM. On est passé aussi par le réseau des médecins. Et puis après, un dispositif de communication traditionnel, un affichage, magazine institutionnel. On a eu des reportages, on a de la presse. Voilà, donc on essaye par le CCAS, par des entrées où on sait qu'on va toucher ces publics-là. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, dans l'analyse que vous faites au niveau de la direction des sports, le fait qu'il y ait eu le confinement, est-ce que vous avez peur que soit ça casse complètement cette dynamique, ou qu'au contraire, il y a encore plus de gens qui s'arrêtent de pratiquer, même si on sait que le décret permet quand même la pratique des activités physiques adaptées? Est-ce qu'il y a des gens vous pensez qu'il va y avoir plus de monde qui va venir? Voilà, est-ce qu'il va falloir aller chercher du public? Comment vous envisagez avec ce confinement qui se resserre en tout cas sur Dunkerque? Comment ça se passe? On se doute qu'on aura un gros travail. Pour l'instant, c'est compliqué. On aura d'autres pathologies certainement à prendre en compte. On étudie la possibilité de prendre en charge des personnes dépressives. Parce qu'on sait que ce sera une conséquence de cette crise. Mais voilà, pour l'instant, on est quand même un peu dans le flou, mais voilà, on se doute bien qu'on aura passé la crise, on a des personnes qui vont revenir et on devra surtout aller les chercher, on pense. Ok. Et dans le cas où, aujourd'hui, sur l'expérimentation, vous avez évoqué 60 personnes qui avaient été accompagnées. Un an plus tard, on en est où? Est-ce que ces 60 personnes maintiennent leur activité, une activité très régulière, ou au contraire, aujourd'hui, vous les avez plus dans le radar? Est-ce qu'il y a un suivi vraiment sur le long terme de ces personnes qui passent par vos dispositifs? Alors, on a des personnes qu'on suit parce que justement, celles qui sont dans notre dispositif municipal, après à la sortie, qui ont intégré le dispositif municipal, donc on a des contacts avec ces personnes et on les suit. Malheureusement, le contexte sanitaire fait qu'aujourd'hui, ce dispositif-là est arrêté aussi. Donc, puisque même si on avait… quand les salles ont été à nouveau fermées à la pratique sportive, nous, on avait transféré toutes nos activités indoor à l'extérieur pour maintenir à tout prix l'activité physique. Et là, le contexte sanitaire est tel sur Dunkerque que même ces activités-là, puisqu'on est dans une opération zéro rassemblement, zéro regroupement, on a été contraint de les annuler. Ok, merci beaucoup en tout cas, Anne. Je vais passer la parole à Ève. Madame la ministre vient d'arriver, donc voilà. Ève, je te laisse la main. Merci Marianne. Bonjour Madame la ministre, est-ce que vous nous recevez bien? Je ne sais pas si vous nous recevez. Elle doit être en train de se connecter. Donc, après l'intervention de la ministre, on repassera la parole à Anne s'il y a eu des questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre au préalable. Mais priorité à l'intervention de Madame la ministre qui doit arriver. Bonjour Madame la ministre, vous nous entendez? Oui, mais vous m'entendez ou pas? Oui, tout à fait. Très bien. C'est bon. Donc, si vous m'entendez? Ok. Oui, on vous reçoit. Donc, tout d'abord, je vous remercie au nom de toute l'équipe d'Asporta pour votre participation aujourd'hui à notre webinaire sur la thématique du sport santé. On a pu voir que le sujet a remporté un vif succès puisqu'on a eu plus de 300 inscriptions pour le webinaire. Donc, pour vous faire un petit état des lieux du public qui nous écoute aujourd'hui, nous avons un public avec toutes les régions françaises et les DOM-TOM qui sont représentés.
Donc, c'est vraiment une belle chose pour Asporta et pour votre intervention. On a également des personnes de l'étranger, du Mali, du Maroc, de l'Espagne, donc c'est assez varié. Concernant les secteurs d'activité, nous avons des personnes des collectivités territoriales, du mouvement sportif, du secteur privé, des partenaires et du monde de la santé. On a eu beaucoup d'inscrits des personnes du monde de la santé au vu de la thématique. Donc voilà pour le contexte. Si vous en êtes d'accord, je vous propose de vous laisser nous exposer les enjeux de la stratégie nationale du sport santé et peut-être en préambule nous définir qu'est-ce que le sport santé pour le ministère. Et on aura ensuite quelques questions qui ont été reçues au préalable et données par les participants. Merci. Oui, merci à vous. Merci de vous être réunis aujourd'hui autour de ce thème qui nous est cher. Pas seulement parce que c'est finalement le seul thème qui nous reste aujourd'hui dans cette période de crise, vu l'annulation de beaucoup de compétitions et même d'une certaine pratique aujourd'hui, même si j'ai fait tout mon possible et je fais tout mon possible au quotidien pour que le sport survive à cette crise, parce que justement c'est essentiel pour la santé de nos concitoyens, de nos enfants, comme de nos adultes et des personnes du troisième âge. Cette santé physique, évidemment, sur laquelle le sport peut influer, mais surtout aussi cette santé psychologique sur laquelle le sport peut apporter beaucoup. Donc, c'est vrai que ces derniers temps, au vu de la crise, le sport est vraiment devenu un enjeu de santé publique et pas seulement le sport santé, mais le sport du quotidien. Faire du sport, c'est agir pour sa santé. En prévention, c'est aussi lutter contre la sédentarité. Et malgré cette période de crise, et surtout, finalement, grâce à cette période de crise, nous pouvons porter ce message encore plus haut et encore plus fort. C'est pourquoi, pendant toutes ces restrictions que nous avons connues depuis mars dernier, nous avons souhaité que le public qui puisse accéder aux équipements, qui puisse continuer à avoir une pratique régulière. Évidemment, il y a le haut niveau et ceux dont c'est le métier, mais aussi le public qui est en fragilité par rapport à sa santé, qui peut faire du sport sur ordonnance. Et je voulais remercier tout particulièrement les collectivités qui ont fait l'effort de garder ouverts leurs équipements sportifs pour ce public prioritaire, parce que je sais que ce sont des coûts, notamment pour les piscines, notamment pour les grands équipements qui demandent une gestion des fluides et de l'énergie. Mais merci vraiment de les avoir gardés ouverts pour ces publics prioritaires. Vous souhaitez m'entendre sur notre stratégie sport santé. Effectivement, le ministère s'est engagé fortement l'année dernière avec différentes actions. La première, c'était celle qui faisait partie de la campagne du président de la République, c'était de détecter, localiser, accompagner dans un réseau et mettre en réseau aussi, mais aussi accompagner financièrement, puisque cette année, nous avons eu une ligne de 3,5 millions d'euros pour accompagner les maisons sport santé. Nous en avions déjà labellisé 138 en 2020, partout en France. Et d'ici quelques jours, j'aurai le plaisir d'annoncer une nouvelle liste de 151 maisons sport santé nouvelles qui seront labellisées et auxquelles nous consacrerons cette ligne financière de 3,5 millions d'euros aux nouvelles, mais aussi aux anciennes. Je considère effectivement pour ma part que le sport santé doit jouer un rôle majeur dans la réhabilitation par l'activité physique des patients post-Covid, et c'est pourquoi aussi je mobilise les deux ministères, nos deux ministères de la Santé et des Sports sur ce sujet dès maintenant. Nous avons aussi noué un partenariat important avec les mutuelles en signant une convention avec le groupe VIV qui regroupe un nombre de mutuelles important. Il s'est engagé à nos côtés depuis plus d'1 an et d'autres mutuelles suivent aujourd'hui pour elles aussi s'engager dans cette dynamique de créer des maisons sport santé, d'accompagner leurs adhérents pour qu'ils puissent aller accéder à ces maisons sport santé en les accompagnant financièrement dans la prise d'adhésion à ces clubs, entre guillemets. Et avec les mutuelles, nous avons discuté depuis l'été dernier pour pouvoir aussi engager désormais les associations sportives des clubs, les collectivités, dans l'aval de ces maisons sport santé. Donc, une fois que les personnes ont été mises au sport dans ces endroits accompagnées individuellement, comment elles vont pouvoir sortir de ces maisons sport santé et rejoindre des clubs classiques du territoire, clubs qui auront mis en place une offre interassociative de manière à pouvoir proposer, évidemment, pas de l'entraînement de haut niveau à ces personnes, mais bien continuer
sur la voie initiée par les maisons sport santé, puis travailler en collaboration pour que ces personnes puissent faire un trimestre de chaque activité, par exemple. Il y a eu aussi dès 2019 des avancées inscrites dans la loi, puisque j'ai fait inscrire un forfait remboursable comprenant de l'activité physique pour toute personne atteinte d'un cancer. Des études médico-économiques sont aussi en cours aujourd'hui avec un financement du ministère de la Santé pour prouver le gain pour la santé, même si évidemment je suis convaincue comme vous qu'il n'y a plus besoin de le prouver. Mais néanmoins, nous accordons une attention particulière et un financement à ce genre d'initiative. En 2020, nous avons obtenu le remboursement de l'activité physique adaptée dans 3 régions expérimentales pour qu'on puisse lutter contre le diabète de type 2. Nous avons l'intention d'étendre la prescription médicale, puisqu'aujourd'hui, seul un médecin traitant est en capacité de prescrire de l'APA. Nous demandons d'ouvrir la possibilité de prescrire de l'APA à tout médecin qui prend en charge le patient. Aujourd'hui, 16% de la population a bénéficié d'une prescription de sport santé. Les personnes qui ont bénéficié d'une prescription augmentent leur pratique, 17% chez les personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques et plus de 14% sur l'ensemble de la population qui a reçu une prescription médicale de pratique sportive. Nous avons vu aussi lors de la présentation par l'INGEP du baromètre de la pratique sportive que malgré la crise, eh bien, il y a eu une pratique sport santé, une pratique chez les adultes qui a fortement augmenté pendant cette période. Cela étant dû aussi à l'implication très forte, notamment des fédérations d'athlétisme, de marche, et toutes celles qui touchent le sport nature et qui se sont impliquées dans ce dispositif, évidemment étant à la tête d'un ministère qui accompagne les fédérations. Je suis aussi très attentive à tous les projets sportifs fédéraux, tous les projets sportifs de territoire qui seront déclenchés et enclenchés par l'Agence nationale du sport au moment des conférences territoriales, pour que ce volet sport-santé soit vraiment discuté à un niveau régional, mais bien sûr, il s'inspirera de toutes les initiatives de territoire que les associations, les collectivités infrarégionales portent déjà aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais vous dire, mais je vais plutôt vous laisser la parole, parce que vous m'avez dit que vous aviez quelques questions, parce que malheureusement, je ne vais pas pouvoir rester trop longtemps avec vous. J'aurais aimé écouter l'ensemble de vos débats, mais je préfère vous laisser la parole pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour votre intervention. Je laisse la parole à Carla et Anne pour les questions. Bonjour, Madame la Ministre. Alors, nous avons une question sur… Alors, vous nous avez parlé de la stratégie nationale au niveau du sport santé, sur les grandes lignes en tout cas. Quels sont les différents dispositifs financiers pouvant être sollicités pour la mise en place des actions sport santé au sein des collectivités notamment? Alors, je vous ai parlé de cette ligne de 3,5 millions, donc, qui est disponible directement au ministère des Sports. Lorsqu'une maison sport santé est labellisée, elle a besoin d'être accompagnée, c'est une ligne que vous pouvez activer. Après, il y a d'autres dispositifs qui touchent à la santé, évidemment, à la santé des jeunes enfants, à la prévention santé. Et là, ce sont des actions qu'on peut mettre en place grâce au rapprochement que nous avons eu aussi avec l'éducation nationale. Donc, sur 3 fondamentaux sportifs, c'est les 30 minutes d'activité physique et sportive à l'école chaque jour. Donc, certaines académies se sont emparées de ce dispositif et cherchent à le déployer. Alors, évidemment, c'est prioritairement les fédérations qui s'en emparent et même les professeurs des écoles eux-mêmes, les fédérations sportives scolaires qui se rendent dans les écoles primaires et maternelles pour pouvoir mettre en place ces 30 minutes avec un contenu spécifique. Mais rien n'empêche une maison sport santé, une association qui n'est pas fédérale, de s'engager dans ce dispositif où effectivement il n'y a pas quelque part de financement dédié aujourd'hui, puisque pour les fédérations, l'intérêt c'est de toucher et de nouer un contact avec l'école pour pouvoir aussi derrière récupérer des jeunes licenciés. Mais au moins, il y a cette notion de visibilité que vous pouvez offrir à ces acteurs du sport santé sur un territoire en intervenant dans les écoles. Donc, un premier dispositif, 30 minutes de sport par jour. Un deuxième, l'aisance aquatique et le savoir rouler à vélo, le troisième, qui peuvent intervenir dès l'âge de la maternelle dans toutes les écoles de France. Très bien, merci Madame la Ministre. Une autre question, pouvez-vous parler des maisons sport santé? Il y en a combien en France? Avez-vous des premiers retours sur leur fonctionnement?
Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 138 ont été labellisées l'année dernière, 151 nouvelles cette année. Donc, c'est celles que nous connaissons et qui répondent à notre cahier des charges. J'imagine qu'il y en a d'autres dont nous n'avons pas connaissance aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est celles-ci que nous allons accompagner. Elles font partie d'un réseau. Mon ministère est en lien avec elles régulièrement pour venir en soutien si elles ont besoin de notre soutien. Mais en tout cas, voilà, c'est la première fois qu'il y a cette ligne financière de 3,5 millions qui leur est dédiée. Très bien. Quelles sont les conditions d'obtention pour avoir ce label Sport Santé? Toute une chaîne d'acteurs en aval et en amont de la maison Sport Santé, de pouvoir aussi mobiliser le mouvement sportif et de s'adresser en mutualisant toutes les ressources d'un territoire. Il y a tout un cahier des charges qu'on peut faire parvenir à vos participants si vous le souhaitez. Évidemment, je n'ai pas tous les détails en tête, mais j'avais surtout gardé cette thématique de créer une dynamique avec les médecins, avec les professionnels de la santé sur le territoire. Très bien, merci Madame la Ministre. Anne, aurais-tu une question à Madame la Ministre? Oui, bonjour Madame la Ministre. On sait aujourd'hui que toutes les ARS ne financent pas forcément les dispositifs sport santé sur ordonnance. Est-ce que selon vous, une harmonisation, une stratégie nationale d'harmonisation des financements serait envisageable justement pour réduire les inégalités territoriales? De fonctionner en gouvernance partagée, vous savez, depuis un an, avec l'Agence nationale du sport qui réunit collectivités, entreprises, États et fédérations sportives. Il y a la déclinaison territoriale qui se fait cette année dans chaque région. L'idée, c'est qu'au niveau régional, on puisse, comme vous le dites, prendre en considération les atouts du territoire, les faiblesses du territoire, et que l'État puisse intervenir plus fortement, que ce soit sur l'emploi, de l'aide à l'emploi, que ce soit sur la construction des équipements dédiés à la thématique sport-santé, mais aussi venir en soutien et en subvention. Alors, pour l'instant, les subventions que distribue l'Agence nationale du sport sont exclusivement dédiées aux fédérations, mais il y a le dispositif national des maisons sport-santé qui lui est distribué par le ministère et les collectivités peuvent aussi venir proposer leurs projets et ce qu'elles ont à financer. Donc, il est tout à fait, j'allais dire, opportun, plutôt à une échelle régionale, de voir comment, au moment de la conférence territoriale, on va se nourrir de ce qui existe, de ce qui peut être mieux fait. Et d'ailleurs, dans le projet de loi qui va passer, la PPL Sport, qui sera à l'Assemblée nationale, étudiée à l'Assemblée nationale dans les prochaines semaines, il y aura le volet sport-santé qui sera explicitement rajouté dans le paragraphe qui concerne l'Agence nationale du sport. Je suis désolée, je vais devoir vous quitter. Je propose peut-être, si vous avez quelques questions, à Rodolphe, mon conseiller, de venir y répondre encore quelques instants. Et je vous souhaite voilà, une bonne poursuite et un bon courage pour la suite. Vous avez la chance de pouvoir continuer à être en activité sur ce champ de la santé. Et je pense qu'il faut vraiment continuer à l'encourager et profiter de cette perspective qui est offerte pendant cette crise sanitaire au sport santé, pour saisir toutes les opportunités qui permettront au sport santé d'être encore plus fort au sortir de la crise. Merci à vous. Au revoir. Merci Madame la Ministre. Merci. Je switch. Bonjour. Bonjour. Il vous reste encore quelques questions. Alors, on voulait peut-être aborder des questions plus d'actualité, si vous en êtes d'accord. Du coup, on a pas mal de collectivités qui sont notamment présentes, de partenaires. On souhaitait savoir si vous pouviez nous donner quelques informations, notamment sur les questions de visibilité en termes de réouverture d'équipements aux scolaires, aux mineurs. Voilà, est-ce que vous avez quelques éléments à nous donner en avant-première du discours peut-être du Premier ministre de ce soir? Désolé, il n'y aura pas d'avant-première. Ouais. D'abord, pourquoi? Parce que c'est aussi une consigne gouvernementale et les informations que l'on a sont également aussi les mêmes que vous avez, c'est-à-dire un calendrier qui n'est aujourd'hui pas arrêté, mais sur lequel on nous dit que d'ici un mois et demi,
ça devrait pouvoir se détendre en termes à la fois d'ouverture, mais également aussi en termes de public accueilli. Étrangement, on a déjà vécu cette période. Si vous vous souvenez, entre l'écriture des protocoles, entre le phasage d'ouverture d'équipements, qu'ils soient couverts ou qu'ils soient découverts, entre les types de publics. On a déjà connu cette période de rouverture presque un an maintenant. Ce n'est pas parce qu'on l'a connu qu'on est plus expérimenté, en tout cas, mais par contre, on a quand même un peu plus de base solide, avec notamment les protocoles que vous avez tous écrits, que vous avez tous à un moment donné mis en œuvre, et qui, parce qu'il y a eu également aussi un confinement, un nouveau confinement au mois de novembre, nous sommes tous forcés de devoir fermer un certain nombre d'équipements. Je ne peux pas en dire plus concernant cela, sachant que les premiers publics qui doivent pouvoir à un moment donné profiter de cette réouverture, on l'espère, ce seront les publics en âge scolaire, mais également aussi les mineurs. Et on travaille actuellement de façon à ce que les mineurs et le public scolaire soient vraiment couplés de façon à éviter un déphasage sur les collectivités et sur les territoires. On se retrouverait dans des situations assez cyniques, comme parfois on a pu vivre également aussi, où le même enfant dans le temps scolaire n'était pas en capacité de pouvoir ensuite, dans le temps périscolaire, de pouvoir continuer son activité sportive. Donc ça, on y travaille. Et voilà, pas de calendrier, il n'y a pas de phasage, tout est aujourd'hui encore sous les décisions du gouvernement et notamment entre les mains du Premier ministre. Et vous pensez bien que vous n'aurez pas plus d'informations de la part aujourd'hui. Du coup, est-ce que on peut vous poser une question sur la question des masques sportifs, si vous pouvez nous réexpliquer un petit peu le travail qui a été fait à ce sujet. Et aujourd'hui, du coup, est-ce que effectivement, il y a une volonté de généralisation dans le cadre de la pratique de ce masque sportif, notamment dans les activités intérieures, dès qu'une réouverture sera envisagée? Vous le savez, depuis le début de la crise, le masque de catégorie 1, notamment, n'était pas conseillé dans la pratique sportive parce que justement, il y avait des problèmes de respirabilité. Et du coup, les pratiquants sportifs en indoor, et notamment, je prends l'exemple des salles de sport, se sont trouvés que les mêmes salles de sport se sont trouvées aussi victimes de ce confinement, puisque ce n'était pas un lieu où on pouvait porter le masque, donc on ne pouvait pas agir sur les gestes barrières, et donc il y avait un risque de propagation importante. Donc, les équipements ont été fermés. Là, le sujet, c'est de travailler depuis maintenant quelques mois avec la FNOR à l'édiction d'une norme qui permette à la fois une garantie en termes de filtration. Donc, là, on parle de 90% de filtration des particules inférieures ou égales à 3 microns, ce qui est la définition de la catégorie 1, que l'on peut trouver avec les masques chirurgicaux notamment, mais également aussi une meilleure respirabilité. Et donc, c'est de concilier les deux sous la forme notamment de ce masque sportif qui aujourd'hui se retrouve avec Decathlon, avec Salomon, mais vous avez suivi aussi des activités comme moi, être en capacité de pouvoir bientôt mettre sur le marché un tel masque. Et nous, on souhaite pouvoir asseoir une stratégie de réouverture d'équipements associée à ce masque pour qu'enfin, les Français puissent reprendre le chemin des équipements indoor qui leur faisaient défaut jusqu'à maintenant et qu'ils puissent pratiquer en toute sécurité. Parce qu'avec ce masque sportif, avec les gestes barrières, avec la distanciation physique, avec les gels hydroalcooliques, on sera en capacité de pouvoir réellement mettre un frein à la propagation du virus et des différentes. Très bien, merci. Merci beaucoup. Notre webinaire est sur le sport santé. On a plusieurs questions actuellement. C'est notamment par rapport au couvre-feu. Aujourd'hui, il y a des publics qui sont en dérogation, comme les sportifs de haut niveau, pour pouvoir pratiquer en dehors des horaires établis par le couvre-feu. On sait que le sport santé, c'est un enjeu, une stratégie nationale, notamment pour le ministère. Du coup, peut-être nous expliquer qu'est-ce qui a fait le choix que justement les personnes qui pratiquent avec des dérogations ne puissent pas déroger en fait au couvre-feu pour pouvoir pratiquer en dehors du travail leur activité dans le cadre d'un parcours soins santé, quoi. Alors, les personnes qui ont une prescription médicale d'activité physique adaptée dans le cadre d'un parcours de soins d'une pathologie d'une affection de longue durée peuvent déroger à ce couvre-feu. Ils ont la possibilité de pouvoir aller dans certains équipements et de pouvoir aller au-delà des horaires qui leur sont
conseillées. Je sais que c'est assez difficile, notamment avec les documents et les attestations aujourd'hui de pouvoir le pratiquer. Je sais qu'on a de nombreuses remontées de notre côté également aussi de certains publics qui se retrouvent empêchés parce qu'il y a des interprétations qui sont différentes d'un territoire à l'autre et parfois des interprétations strictes empêchent ces mêmes personnes de pouvoir continuer leur parcours de soins à travers l'activité physique adaptée. Et c'est un peu la difficulté que l'on a également aussi d'inscrire durablement dans notre société une place du sport qui est autre qu'un loisir ou une compétition. C'est tout le sujet également aussi du webinaire, c'est qu'aujourd'hui, on constate effectivement qu'il y a eu des freins importants à cette pratique sportive qui a un double objectif, un objectif de prévention et un objectif thérapeutique. Et pour autant, on s'est aperçu également aussi que les différents épisodes de confinement avaient particulièrement fragilisé la santé de nos concitoyens, que ce soit le confinement dur du printemps de l'année dernière ou le couvre-feu également aussi, qui permet pas toujours de pouvoir être en activité ou de sortir ou de se promener pour pouvoir notamment s'aérer ou marcher un peu plus activement. Eh bien, il faut remettre ensemble, collectivement, c'est aussi le message que portait la ministre aujourd'hui, il faut remettre cette place du sport au centre du village, dans cette option de santé, dans cette option de thérapeutique, dans cette option également aussi de prévention. Parce que vous avez lu comme moi dans les différentes enquêtes ces derniers temps, les ravages qu'ont causé ce confinement. Et quand je vois notamment les statistiques des 11-14 ans, on sait que déjà depuis plus de 40 ans, il y a une courbe importante de baisse de métabolisme, d'activité métabolique. Nos enfants n'ont plus les mêmes capacités physiques que pouvaient avoir ces mêmes enfants il y a 40 ans. C'est ce que nous indiquent en tout cas les différentes statistiques que l'Éducation nationale peut fournir sur certaines épreuves sportives notamment. Eh bien, le déconditionnement lié à ce confinement l'an dernier et un peu moins sur celui de l'automne est extrêmement important. Sachez qu'il y a quand même seulement 34% des garçons de 11-14 ans qui suivent les recommandations de 30 minutes d'activité par jour. Et seulement 22% des filles de 11-14 ans. Donc, il y a un enjeu, et cet enjeu-là, il dépasse largement le fait que l'on soit sur une stratégie de développement de la pratique, qu'on soit sur un sport santé à visée thérapeutique. Cet enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on ne travaille pas indirectement à construire une génération qui demain aura des difficultés respiratoires, sera plus sujette aux affections de longue durée et sera plus encline à avoir des accidents cardiovasculaires. Et c'est de ça dont il s'agit. C'est aujourd'hui qu'il faut pouvoir porter tous ensemble cette parole des bienfaits de l'activité, mais le faire pas simplement à travers les mesures de santé, mais le faire à travers notamment le passeport. Le ministre n'en a pas parlé, mais le futur passeport qui doit ramener presque 1,8 million de jeunes sur le chemin des clubs sportifs à partir de la rentrée. Quand on met plus de jeunes dans un club, quand on les met plus souvent à la pratique et quand on pérennise cette pratique, on fait œuvre également aussi de santé publique. Alors, peu de fédérations ont un agrément pour accueillir des patients sur prescription médicale. Comment les fédérations peuvent-elles faire valider leur formation sport santé? Quels sont les interlocuteurs? Nous, en premier lieu, puisque nous signons également aussi les arrêtés qui reconnaissent les formations fédérales comme des compétences nécessaires pour pouvoir encadrer une activité physique adaptée en vision soit de patients atteints d'ALD ou soit de patients qui souffrent simplement de surpoids ou d'obésité. Et c'est déjà le premier acteur là-dessus. Ce que je peux ajouter sur ce premier exemple, c'est la nécessité surtout de reconnaître ces formations auprès des acteurs médicaux. On peut très bien avoir le meilleur catalogue de formations et les éducateurs sportifs formés à l'activité physique adaptée ou formés à la capacité à prendre en compte les publics malades, mais il faut encore faire preuve de conviction auprès des équipes médicales pour dire
également aussi, le sport s'est structuré, les fédérations sportives se sont structurées et qu'il y a une offre professionnelle qui aujourd'hui répond à ces besoins. Et c'est tout l'intérêt des maisons sport santé. Ce sont des lieux qui vont consacrer à la fois les professionnels de la santé et les professionnels du sport sous un même toit pour se dire, voilà, nous existons, nous avons des compétences, nous savons répondre également aussi à certaines pathologies à travers l'activité physique. Faites-nous confiance et regardez les résultats. Très bien. Ève? Oui, bonjour. Je reprends quelques questions sur le chat. Il y a une question par rapport à la formation STAPS APA qui n'a pas été évoquée. Est-ce que ces professionnels qui sont diplômés STAPS APA peuvent être mobilisés dans le cadre des processus sport santé? Non seulement ils peuvent, mais ils le sont dès aujourd'hui. On a de nombreuses maisons sport santé qui comportent des professionnels issus de ces formations universitaires. On travaille activement également aussi avec la C3D pour trouver aussi des débouchés supplémentaires parce qu'il y a aussi le souci de l'employabilité, en dehors des difficultés, notamment des stages, voire même des profils universitaires sur cette année 2020 et 2021 qui restent encore particulières. Je sais qu'on a de très fréquents échanges avec la conférence des directeurs du FR STAPS sur comment les étudiants, alors pas seulement sur les STAPS APA, parce qu'on considère également aussi que les autres cursus de formation peuvent également aussi nous y aider à travailler notamment l'amont d'une maison sport santé, si je prends cet exemple-là, en termes d'identification du public, en termes d'orientation, de conseil et d'information, mais également aussi à travailler l'aval, c'est-à-dire des passerelles avec les clubs sportifs. Et là, on a besoin vraiment de toutes les compétences et de tous les horizons de formation. On parlait tout à l'heure des formations fédérales, on en a besoin. Nous avons, nos formations professionnelles à travers les DP, les DE, les DES et les formations universitaires. Nous sommes particulièrement utiles. Et aujourd'hui, parce que c'est une filière qui se développe, non seulement il y a la place pour tout le monde, chacun a sa place, bien sûr, avec ses compétences et ses prérogatives, mais on doit pouvoir travailler à ce que chacun puisse travailler en harmonie. Très bien. Merci pour ces précisions. Merci pour vos réponses à toutes nos questions. Je passe le relais à Alain. Merci. Parfait. Merci, merci Rodolphe. Alors, on a un petit peu dérogé à notre idée, notre concept de 100% féminin, mais donc il n'y a pas de raison que j'apparaisse pas maintenant. Hein. Il n'y a pas que le ministère des Sports. Donc merci pour la disponibilité et puis la réorganisation rapide du webinaire. Donc on va, s'il n'y a pas d'autres questions du chat, on profiter encore de la présence de Rodolphe 1 ou 2 minutes. S'il y a des questions, on peut encore l'interrompre. Autrement, je voulais donc remercier, si Arnaud peut nous mettre en ligne, voilà, impeccable. Donc, je voulais remercier l'ensemble de toute l'équipe. Alors, dans un premier temps, la gente féminine, Marianne, Ève, Sylvie, Carla, qui était en Guyane. Donc, la connexion mail c'était impeccable. Elle s'est levée tôt ce matin. Nadège aussi, qui était en électron libre caché. Et puis, tout l'ensemble de l'équipe qui organise et qui intervient, qui prépare ce type de webinaire-là. Donc, les webinaires, on en organise un par mois. Donc, les prochains auront lieu donc, le 8 avril et le 6 mai. Donc, possibilité de vous inscrire dès maintenant. En sachant que pour celui du 8 avril, on a une programmation qui est déjà mise en place. Alors, on va profiter de l'installation en cours des conférences régionales du sport. Ça a démarré le 15 mars dans les Hauts-de-France, le 16 mars au Grand Est, le 30 région PACA, le 2 avril en Bretagne et le 7 avril en Nouvelle-Aquitaine. Pour le 8 avril, avec la programmation qui va apparaître, on a donc voilà, la présence de Gilles Quénervé, le directeur des sports du ministère, avec l'intervention d'Annelise Kio, qui a en charge la mise en place sur les territoires de l'agence territoriale du sport,
Et un exemple de la région Grand Est, avec Raphaël Blanchard, qui est élu de Reims, élu aussi d'une communauté de communes, qui est aussi un élu départemental, qui va nous faire état de la façon dont la mise en place de cette conférence-là a été faite. Donc, rendez-vous une nouvelle fois dans nos webinaires. Alors, effectivement, on essaie de mettre en avant aussi des partenaires. Donc, il y a toujours un temps de présentation de nos partenaires, que je remercie aussi. Donc, vous n'hésitez pas à continuer à échanger. On a une adresse mail qui est asporta. Donc, on va vous remettre le QR code si vous voulez vous inscrire dès maintenant au prochain webinaire, en sachant que c'est enregistré et en sachant qu'on renverra le lien du replay à l'ensemble des personnes qui se sont inscrites, bien entendu. Voilà, donc en termes de timing, donc si on peut juste remettre la dernière slide avec le QR code et les dates de nos prochains webinaires. Un grand merci à toutes nos intervenantes, plus Rodolphe qui s'est rajouté, puis à l'ensemble de toutes les personnes présentes aussi, bien entendu. Et ensuite, rendez-vous au 8 avril, toujours sur Zoom. Donc, pensez à vous inscrire de telle sorte à ce que vous puissiez recevoir et le replay de ce webinaire-là et en même temps le lien de connexion sur le prochain. Merci à vous tous. Merci. Et merci mesdames, bien sûr.